Internet offre un divertissement inépuisable grâce à des plateformes comme YouTube et TikTok. Certaines vidéos mises en ligne par des utilisateurs deviennent virales en quelques minutes, mais certaines de ces publications cachent des histoires sombres que peu de gens connaissent jusqu'à ce que la vérité soit révélée plus tard. Numéro 10. Britney Spears est une icône de la musique pop depuis la sortie de son premier album, Baby One More Time, en 1999. Depuis, elle a gagné une grande popularité malgré des problèmes de santé mentale, certains fans restant plus fidèles que d'autres. En 2007, Cara Cunningham, âgée de 19 ans à l'époque, et née sous le nom de Christopher Cunningham, l'a démontré. Elle était une fan très dévouée de Britney lorsqu'elle a publié sur YouTube une vidéo critiquant vivement médias et publics pour avoir jugé les choix de la chanteuse. En quelques jours, la vidéo intitulée « Leave Britney Alone » est devenue virale et le visage de Cara est devenu connu dans le monde entier. Pendant cette période, Spears traversait une grave crise de santé mentale qui était largement médiatisée, ce qui a conduit de nombreuses personnes à critiquer son comportement sans vraiment comprendre ce qui se passait. À cette époque, Spears faisait face à la perte de sa tante Sandra Covington, avec qui elle était très proche. Elle déclarera plus tard que son décès lui a causé énormément de chagrin et a servi de catalyseur à son effondrement. Pour surmonter son chagrin, elle a consommé des substances illégales, puis Spears s'est fait admettre dans un centre de désintoxication en réalisant avoir besoin d'aide. Ces problèmes exposés mondialement par les médias, elle subissait aussi le harcèlement constant des paparazzi, ce qui commençait à peser. Peu de temps après avoir terminé sa cure de désintoxication, elle est entrée dans un salon en Californie et s'est rasé la tête. Un geste devenu célèbre qui a provoqué une véritable sensation médiatique dont on parle encore aujourd'hui, révélant à quel point son chagrin était profond. Durant cette période, elle menait aussi une bataille acharnée pour la garde de ses enfants avec son ex-mari, Kevin Federline. Et pour aggraver les choses, elle a fini par perdre la garde de ses 2 fils, ce qui a encore détérioré sa santé mentale déjà fragile. Lors d'un incident, elle a frappé la voiture d'un paparazzi avec un parapluie, se rappelant plus tard que c'était l'un des pires moments de sa vie. Malgré tout cela, elle a continué à écrire de la musique et a sorti son album Blackout, que de nombreux fans de pop considèrent comme la Bible de la pop. Comme souvent, de nombreuses personnes ont continué à critiquer Spears, ce qui a poussé Cara à enregistrer et publier sa vidéo sur YouTube. Dans la vidéo, on la voit pleurer et déclarer que le public doit se rappeler que Britney était un être humain, pas seulement une célébrité à ridiculiser. Lors d'un moment particulièrement intense dans la vidéo, elle explique ce que traverse Spears et affirme que ses fans ne veulent que toujours plus de la chanteuse tout en critiquant ses choix de vie. Elle s'est ensuite mise à crier à plusieurs reprises devant la caméra pour demander au public de la laisser tranquille, ce qui est devenu le titre de la vidéo. Cara a dit que ceux ayant un problème avec Spears auraient affaire à elle. Beaucoup ont jugé la vidéo embarrassante ou trop dramatique, mais certains posts en ligne ont reconnu avoir eu tort de critiquer la chanteuse et que Cara avait peut-être raison dès le début. La vidéo a atteint jusqu'à 2 millions de vues en seulement 24 heures et Cara a même été invitée à participer à quelques émissions de télévision aux États-Unis. Considérée comme l'une des premières vidéos virales, Cara diffuse toujours son message. Ne laissez pas les détracteurs vous abattre. Numéro 9. La plongée sous-marine est pratiquée par des millions de personnes à travers le monde. Et elle est considérée comme un passe-temps relaxant et très instructif, au cours duquel les plongeurs peuvent observer des poissons exotiques, des créatures sous-marines étranges, et certains parviennent même à attraper quelque chose pour le dîner pendant qu'ils y sont. Michael Packer, un plongeur de 57 ans originaire de Cape Cod, dans le Massachusetts, a fait exactement cela un jour, en 2021, lorsqu'il a décidé d'aller plonger à la recherche de homards. À la fin de la journée, il peinait à croire avoir réussi à ressortir de l'eau vivant. Michael, né dans le New Jersey, a déménagé jeune à Cape Cod avec sa mère. Là-bas, il s'est passionné pour la pêche et la plongée. Chaque fois qu'il arrivait à attraper quelques homards, il les vendait à des clients professionnels, mais parfois, il en gardait quelques-uns pour que ses amis et sa famille puissent en profiter. La plupart du temps, Michael menait une vie paisible au bord de l'océan. Mais en 2021, il a survécu à la première de 2 épreuves éprouvantes qui auraient facilement pu lui coûter la vie. Lors de l'incident de 2021, il se trouvait à bord d'un avion avec 5 autres personnes qui voyageaient de San José à Puerto Jiménez lorsqu'il a eu des problèmes de moteur. L'avion s'est écrasé dans une zone isolée et les secours ont mis des heures à les atteindre. Il avait subi des blessures au visage et aux membres, mais après avoir reçu des soins à l'hôpital pendant quelques semaines, il s'est complètement rétabli. Il a dit à sa famille qu'il peinait à croire avoir survécu à l'accident
Et que sans l'arrivée des secouristes, à ce moment-là, il ne serait sans doute pas rentré chez lui vivant. Il se souvenait que, lorsqu'il avait 15 ans, son bateau de pêche avait commencé à dériver au large. Il a décidé de nager après le bateau, mais a vite perdu ses repères à cause de la mauvaise visibilité. Il a finalement été retrouvé, mais il a eu de la chance d'être en vie. C'était sa première rencontre terrifiante, la plus récente ayant eu lieu en 2021, alors qu'il plongeait pour ramasser des homards comme d'habitude. Après avoir plongé au Cape Cod, il a nagé au fond de l'océan pour ramasser des homards. Mais alors, il s'est passé l'impensable. Au début, Michael ignorait ce qui se passait, plongé soudainement dans l'obscurité puis poussé par derrière. Il a alors compris qu'il était dans la bouche d'une baleine à bosse, sentant ses muscles se resserrer contre lui. Il était sûr qu'il ne survivrait pas et, durant la trentaine de secondes suivantes, il ignorait comment se libérer. Heureusement, la baleine ne voulait pas blesser Michael et a ouvert la bouche en secouant la tête. Cela a fait tomber Michael et son ami Josie Amayo, qui avait assisté à toute la scène, à contacter les autorités. L'interview de Michael avec une grande émission télé australienne est devenue virale. Mais de nombreux sceptiques ont attendu la confirmation de témoins pour croire son histoire. Beaucoup pensaient qu'il aurait été gravement blessé s'il avait vraiment été avalé par une baleine. Mais Michael a vite précisé que la gorge d'une baleine est trop petite pour avaler un humain et qu'il était seulement resté coincé dans sa bouche, pas dans son estomac. Michael a pris l'incident avec philosophie et continue aujourd'hui à plonger pour pêcher des homards, refusant de laisser cette rencontre l'empêcher de faire ce qu'il aime. Numéro 8. La plupart d'entre nous ont déjà rêvé de trouver une grosse somme d'argent ou de tomber sur un distributeur automatique qui se met à distribuer d'énormes quantités de billets. Bien que ce soit une idée agréable, tout le monde ne sait pas que garder cet argent pourrait leur causer beaucoup d'ennuis, comme le montre le cas d'une femme de 39 ans nommée Senia Filippo. L'incident s'est produit en janvier 2024 lorsqu'un ingénieur électricien à la retraite de 78 ans, Andrew Chase Sitbang, a décidé de transférer toutes ses économies de son compte Barclays Bank au Royaume-Uni vers son compte Westpac à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Andrew utilisait malheureusement un vieil ordinateur avec un clavier collant et a oublié un chiffre en saisissant son nouveau numéro de compte bancaire. Encore plus malheureux, le numéro erroné appartenait à Senia et ainsi l'argent a été transféré sur son compte. À leur grande surprise, Alexander et son épouse ont découvert un versement de 158 000 $ sur son compte et ont choisi de le garder. Plus tard, ils affirmeraient qu'ils pensaient que l'argent provenait de gains de leur jeu d'argent en ligne, mais ils ont également admis n'avoir jamais fait d'efforts pour confirmer leur théorie. Ils pensaient qu'il s'agissait d'une bénédiction de Dieu, mais dans les semaines qui ont suivi, ils allaient vite se rendre compte que c'était tout le contraire d'une bénédiction. Un juge affirmera plus tard ne pas croire cette version en raison des actes ultérieurs du couple. Ils ont vite transféré la majorité de l'argent sur d'autres comptes, puis ont commencé à dépenser. Ils ont envoyé 20 000 $ à leur famille au Samoa, payé certaines de leurs factures, puis acheté un véhicule neuf après avoir réglé le solde de leur voiture actuelle. Lorsque la véritable version des faits a été révélée, Senia et Alexandre ont soutenu que leur nom ne devrait pas être rendu public, car ils pourraient être humiliés par leur église ou leur communauté. Mais le juge chargé de l'affaire n'était pas d'accord, car il s'agissait d'un crime jugé modéré à grave, et il a refusé d'accorder une ordonnance de non-publication. André a aussi exigé la publication de leur nom, convaincu que le couple savait que l'argent ne leur appartenait pas. Il a souligné le fait que Senia aurait su que le dépôt provenait d'un compte bancaire Barclays plutôt que d'un site de jeux en ligne. Après leur arrestation, le juge a noté que le couple avait transféré la plupart de l'argent vers d'autres comptes en quelques heures, jugeant cela suspect. Alexandre et Senia ont alors déposé des demandes de dispense de condamnation. Mais le juge a rejeté cet appel, estimant qu'ils devaient assumer les conséquences de leurs actes, malgré le fait qu'André ait commis l'erreur au départ. Senia a été accusé de vol, tandis qu'Alexandre a été accusé de recel d'argent volé à hauteur de 64 000 $. Ils ont tous deux plaidé coupables et ont écopé de 6 mois de détention à domicile. Ils risquaient initialement 2 ans de prison, mais grâce à leurs aveux de culpabilité, ils ont reçu des peines moins lourdes. La banque n'a pu récupérer que 28 000 $ de l'argent d'André, mais elle lui a assuré que le solde serait rétabli sur son compte bancaire. L'interview d'André est vite devenue virale, laissant de nombreux spectateurs indignés par le comportement de Senia et Alexandre, jugés criminels et devant être emprisonnés pour leurs actes trompeurs. Tout l'argent manquant a finalement été reversé sur le compte d'André.
accompagné d'un geste commercial de 500 livres de la part de la banque Barclays. Numéro 7. La plupart des vidéos virales circulent sur Internet pendant quelques mois, puis tombent dans l'oubli. Mais dans de rares cas, elles rapportent une énorme somme d'argent à la vedette de la vidéo, comme ce fut le cas pour le Pakistanais Shahid Nazir, la star de la vidéo One Pound Fish, qui est devenue virale en 2012. La vidéo, mise en ligne sur YouTube par un utilisateur nommé Colin Miller, montrait Nazir, âgé de 31 ans, à son étal de poissons dans l'est de Londres avant un match de football entre Reading et West Ham le 31 mars de cette année-là. Dans la description de la vidéo, il était indiqué que Nazir est une légende locale, car il est devenu bien connu pour son étal de poissons et pour le fait qu'il divertissait tous ceux qui passaient devant lui pendant qu'il vendait son poisson. Nazir discute avec des habitants quand Miller lui demande de chanter sa chanson sur le poisson. On voit des gens poser pour des photos avec lui, signe qu'il est très respecté dans la région. Il se met alors à chanter avec les paroles « Allez mesdames, un poisson à 1 livre, regardez, très bon marché, un poisson à 1 livre ». La vidéo est devenue virale et certains ont comparé Nazir à PSI, chanteur du célèbre Gangnam Style. Nazir était à Londres depuis 1 an quand la vidéo est devenue virale et il a choisi de profiter de sa célébrité. Il a réalisé un clip vidéo pour la chanson, qui est aussi devenu viral avec des millions de vues en quelques jours. Ce qui a suivi a été un véritable tourbillon pour Nazir. On lui a proposé un contrat d'enregistrement par Warner Brothers et la chanson a été mise à disposition sur iTunes au Royaume-Uni. Lors des interviews, il expliquait avoir eu l'idée de la chanson à cause de sa réticence à crier en public. Son patron lui avait demandé de crier pour attirer l'attention des clients potentiels, mais Nazir se sentait mal à l'aise avec cette idée et a donc improvisé l'air désormais célèbre ainsi que les paroles qui l'accompagnent. Cela a marché et rapidement, l'étal de poisson est devenu l'un des préférés des habitants. Il refusait même d'acheter quoi que ce soit à moins qu'il ne chante sa chanson. Après la publication de la vidéo sur YouTube, il est vite devenu célèbre. À la fin de cette année-là, One Pound Fish était en compétition pour la première place du classement de Noël, aux côtés du gagnant de l'émission X Factor de cette année-là. La chanson a finalement terminé à la 4e place et le chanteur Timbaland a sorti une reprise. Nazir est rentré au Pakistan en décembre et a été accueilli à l'aéroport par une foule de fans qui lui ont passé des colliers de fleurs en signe d'admiration. Il avait atteint la célébrité, mais sa gloire serait brève. Alors qu'il était encore au Pakistan, il a été révélé qu'il avait signé un chèque de 6,6 millions avant de quitter le pays, mais que le chèque était sans provision. Par conséquent, il a été arrêté et inculpé de fraude après que le crime ait été signalé à Lahore par une société de crédit-bail privée. Sa société de transport, Rajput Goods Transport, avait accepté de rembourser l'argent en plusieurs versements, mais ne l'a pas fait et il n'a pas assisté à ses audiences suivantes. Un mandat d'arrêt a été émis contre lui, puis il a été libéré sous caution après avoir promis de rembourser sa dette au tribunal. Nazir s'est vu refuser la réadmission au Royaume-Uni et sa carrière musicale a pris fin. Aujourd'hui, il vit au Pakistan avec sa famille et publie parfois des chansons sur TikTok. Numéro 6. Ironiquement, le chanteur-compositeur Robin Thicke est surtout connu pour son tube Blurred Lines. Mais c'est justement ce morceau viral qui lui a causé des ennuis avec la justice et lui a coûté des millions de dollars. Thicke est né à Los Angeles en 1977 de 2 acteurs bien connus, Gloria Loring, qui est apparue dans le feuilleton Des jours et des vies, et Alan Thicke, connu pour son rôle dans la sitcom Quoi de neuf, docteur. Alors qu'il était encore jeune, il est apparu dans plusieurs émissions de télévision, notamment Les années Coup de cœur, La nouvelle Lassie, Just the Ten of Us, ainsi que Quoi de neuf, docteur ? Mais il a décidé qu'il préférait poursuivre une carrière de musicien et a été pleinement soutenu par sa famille. Son père et lui ont écrit ses premières chansons, mais son père tenait aussi à ce qu'il finisse le lycée avant de sortir son premier album avec son groupe vocal. Il a refusé de payer l'enregistrement d'une démo qui a finalement été réglée par l'oncle d'un autre membre. Très vite, Thicke a signé avec la société de production du chanteur de R&B Brian McKnight. Puis il a rencontré Jimmy Iovine, qui l'a aidé à décrocher un contrat d'enregistrement avec Interscope Records. Il n'avait que 16 ans et l'année suivante, Thicke a quitté la maison pour réaliser ses rêves. Au début, il a travaillé comme producteur et auteur-compositeur plutôt qu'en tant qu'artiste, et il a écrit la chanson When You Put Your Hands on Me, qui a été incluse dans le premier album éponyme de Christina Aguilera. En 1999, Thicke a commencé à se concentrer sur sa propre musique et il a commencé à économiser de l'argent pour enregistrer son premier album, mais il a ensuite été signé une 2e fois par Interscope Records. Son premier single, When I Get You Alone,
a été créé en utilisant des samples de la musique de Walter Murphy et le clip vidéo a rencontré un certain succès. Le morceau a mieux marché en Australie et en Italie, mais Tic n'a pas marqué les esprits aux États-Unis. En 2003, son premier album, A Beautiful World, est sorti, mais là encore, il n'a pas su convaincre. Bien que l'album n'ait pas répondu aux attentes du label, Tické a reçu des propositions de collaboration d'artistes à succès. Cela comprenait Mary J. Blige, Usher et Lil Wayne. Le label, déçu par ses ventes, a plusieurs fois repoussé la sortie de son deuxième album. Il a ensuite signé avec le label Star Trak et a sorti le single Wanna Love You Girl qui a connu un certain succès au Royaume-Uni. L'album est sorti l'année suivante et sa chanson Lost Without You est devenue son premier titre à succès, atteignant la 14e place du classement Billboard Hot 100. Sa carrière a connu des hauts et des bas dans les années qui ont suivi et en 2013, il a sorti l'album Blurred Lines. Le titre principal a reçu plus d'1 million de vues sur Vevo en seulement quelques jours et Tické a dû croire qu'il avait enfin réalisé son rêve. Sa joie n'a été brève quand il a appris qu'il était poursuivi pour violation de droits d'auteur. Dès la sortie de la chanson, les spectateurs ont noté qu'une grande partie de la musique était copiée de Got to Give It Up de Marvin Gaye. C'était alors le plus grand succès de Tic, lui rapportant plus de 5 millions de dollars. Il a intenté un procès pour prouver qu'il n'avait pas utilisé la musique de Gaye, et la famille Gaye a déposé une contre-plainte. L'affaire a atteint son paroxysme en 2015 et Tic a été condamné à payer 7,4 millions de dollars pour violation de droits d'auteur. Mais ce montant a ensuite été réduit à 5 millions à payer par Tic et Pharrell Williams, son producteur. Le duo a fait appel de la décision, mais celle-ci a été confirmée. Et à ce jour, Tické n'a pas réussi à reproduire le succès de cette chanson en utilisant ses propres compositions. Numéro 5. Nous aimons tous quand un nouveau mème ou une vidéo virale apparaît sur Internet, mais la plupart des gens ignorent que, dans certains cas, ces vidéos cachent des difficultés émotionnelles qui ne sont révélées que plus tard, ce qui change la façon dont nous percevons ces images à l'avenir. TikTok est sans doute l'une des plus grandes sources de ce type de contenu, car les utilisateurs aiment remixer les vidéos publiées par d'autres dans le but d'obtenir plus de vues et peut-être de devenir une star d'Internet pendant un court moment. On en trouve un exemple dans une vidéo qui a été mise en ligne sur la plateforme Instagram par Tyrese Gibson, le chanteur de R&B nommé aux Grammy Awards et acteur, en 2017. Dans la vidéo, on le voit en train de pleurer, apparemment très bouleversé, et supplie à plusieurs reprises en disant « Mon Dieu, ma Shaila ». La vidéo a rapidement été remixée par des utilisateurs de TikTok et est devenue virale dans le monde entier. De nombreuses personnes imitant les réactions de Gibson, et certains l'ont même tournée en dérision sans connaître la cause de sa détresse émotionnelle. La plupart des gens se souviendront de Gibson pour ses apparitions dans des films tels que Fast and Furious et Transformers. Mais il est également apparu dans d'autres films tels que Quatre Frères, Waist Deep, Death Race et Morbius. Il est auteur publié, créateur d'une série de bandes dessinées et auteur du best-seller du New York Times, Comment sortir de sa propre voix. Il a coécrit le livre Manology, Les secrets de l'esprit de votre homme révélé, avec Ray Vron, et ce livre est également devenu un best-seller. En 2007, il a épousé Norma Mitchell, ils ont eu une fille et se sont installés à Atlanta, en Géorgie. Mais en 2009, ce mariage a pris fin. Il a ensuite épousé Samantha Lee en 2017 et ils ont eu une fille l'année suivante, mais ils ont divorcé en 2022. 2 ans plus tard, il a été révélé que Gibson n'avait pas payé la pension alimentaire à Lee. Il a été placé en garde à vue et on lui a ordonné de payer 74 500 $ avant de pouvoir être libéré, ce qu'il a fait. Mais c'est son premier mariage qui allait revenir le hanter. Quand leur fille a eu 10 ans, Williams a demandé la garde exclusive après qu'elle ait accusé Gibson d'avoir poussé leur fille au sol. Gibson a nié les accusations avant de enregistrer la vidéo désormais tristement célèbre qu'il a publiée sur son compte Instagram. Dans cette vidéo, il portait un t-shirt avec l'inscription « Sheila Rocks » devant. On le voyait supplier le tribunal de ne pas lui enlever sa fille. Williams a ensuite affirmé l'avoir empêché de voir leur fille lors de son séjour chez lui. Il a choisi de garder le passeport quand Williams l'a réclamé. Elle l'a aussi accusé d'agression physique envers elle et plusieurs autres personnes, ajoutant qu'il devenait violent dès qu'on le contredisait. Le couple a finalement obtenu la garde conjointe à parts égales de leur fille, tant pour les décisions que pour l'hébergement. Les utilisateurs de TikTok ont réalisé après coup qu'il s'était moqué de Gibson pendant l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Numéro 4. Toutes les vidéos virales ne proviennent pas d'événements tragiques.
comme en témoigne l'une des vidéos virales les plus célèbres de tous les temps, mettant en scène une femme nommée Kimberly Sweet Brown Wilkins, qui a réussi à échapper à une situation très dangereuse avant de devenir une sensation sur Internet. Ceux qui connaissent les vidéos virales et les mèmes se rappelleront la phrase « Personne n'a le temps pour ça », devenue célèbre en 2012. Cette phrase a été prononcée par Wilkins lors d'une interview avec un média, et pratiquement du jour au lendemain, elle est devenue une sensation sur Internet. Au fil des années qui ont suivi, la phrase est devenue une partie du vocabulaire quotidien de certaines personnes lorsqu'elles voulaient décrire quelque chose qu'elles n'aimaient pas ou qu'elles n'avaient pas envie de faire. La vidéo est encore régulièrement mentionnée aujourd'hui et elle a été utilisée dans d'innombrables autres vidéos mises en ligne sur des plateformes comme TikTok et YouTube. À l'époque, Wilkins vivait dans un complexe d'appartements en Oklahoma, et c'est là qu'elle est devenue célèbre. Tout a commencé le 7 avril de cette année-là, lorsqu'un incendie s'est déclaré dans un immeuble appartenant à une femme âgée qui était l'une des voisines de Wilkins. Heureusement, tout le monde a pu évacuer le complexe à temps, et personne n'a perdu la vie. Mais la voisine a dû être transportée d'urgence à l'hôpital où elle a été soignée pour inhalation de fumée. Elle s'est complètement rétablie et a été libérée peu de temps après. Après l'incendie, la chaîne de télévision Carrefour TV a envoyé un journaliste et un caméraman dans le complexe pour interviewer certains des résidents de l'immeuble, et Wilkins se trouvait sur place à ce moment-là. Elle a accepté de passer devant la caméra et a commencé à expliquer ce qui lui était arrivé, mais d'une manière involontairement comique. Elle a dit s'être réveillée cet après-midi-là et être partie chercher un soda. Elle croyait qu'un barbecue avait lieu à côté à cause de l'odeur de fumée, mais elle a vite compris qu'un incendie s'était déclaré dans l'appartement voisin. Elle a expliqué qu'elle avait commencé à courir vers la sortie et a bien précisé qu'elle n'avait pas eu le temps de prendre ses chaussures, ni aucun objet personnel, car elle courait pour sauver sa vie. Elle a poursuivi en déclarant que juste avant d'atteindre la sortie, elle avait inhalé un peu de fumée et a ajouté qu'elle souffrait de bronchite, après quoi elle a prononcé la réplique devenue culte « Ain't nobody, got time for that » au grand plaisir de l'intervieweur, qu'on pouvait entendre rire hors caméra. Une fois le clip publié, les utilisateurs des réseaux sociaux l'ont rapidement utilisé dans leurs vidéos avec succès. Les étudiants s'en sont servis pour exprimer leur mécontentement à l'idée de devoir réviser pour un examen. D'autres l'ont remixée et elle a figuré dans de nombreux mèmes liés à la pandémie de Covid-19. La célébrité soudaine a surpris Wilkins, qui dira plus tard qu'elle se comportait simplement comme d'habitude, et que la phrase devenue célèbre était l'une de ses expressions favorites. L'émission Bob Rivers Show a créé un remix de Wilkins, disant qu'elle avait une bronchite, et elle a décidé de déposer une plainte de 15 millions de dollars car ils avaient utilisé son image et sa phrase culte sans sa permission. L'émission a déclaré avoir reçu le consentement de Wilkins pour utiliser l'extrait, ce qu'elle a nié. La plainte vise Apple car la piste mise en ligne sur iTunes a été aussitôt retirée. Elle a ensuite poursuivi l'émission de radio en justice, mais la plainte a été rejetée. Mais la célébrité de Wilkins ne s'est pas arrêtée là. Elle a joué dans des publicités télévisées locales, l'émission Tosh.0 et a surtout été choisie pour le film A Madea Christmas. Elle a lancé plusieurs autres projets par la suite, mais ils n'ont jamais abouti. Depuis, elle a déclaré qu'elle vit toujours dans le même appartement dont elle s'est échappée et qu'elle continue sa vie normalement. Numéro 3. Il est étonnant que certaines personnes deviennent célèbres. Avant, les musiciens devenaient célèbres grâce à une chanson populaire. Les acteurs travaillaient de longues années avant d'être reconnus. Et les stars trimaient parfois pendant des décennies avant de devenir connus de tous. Aujourd'hui, la célébrité peut survenir en quelques minutes grâce à Internet et à la culture virale. Dans de nombreux cas cités, des personnes sont devenues célèbres pour une phrase ou une apparition vidéo au bon moment. Un homme qui peut en témoigner est Antoine Dodson, qui est apparu dans une interview avec le média après une expérience éprouvante vécue par sa sœur Kelly, dont elle est heureusement sortie indemne. En juillet 2010, la police de Huntsville, en Alabama, a été appelée chez Kelly à Lincoln Park après qu'elle ait été agressée physiquement dans sa propre chambre. Vers 3h10 du matin, elle s'est réveillée chez elle, dans le secteur des numéros 500 de Webster Street, et elle a immédiatement été prise de peur. À sa surprise, elle s'est réveillée en réalisant la présence de quelqu'un dans son lit et a crié de toutes ses forces, espérant qu'il fuirait. Son frère Antoine a entendu le vacarme et s'est immédiatement précipité sur les lieux, et ce qu'il a découvert en entrant dans la pièce l'a laissé sous le choc. Il dira plus tard avoir vu l'homme dans le lit de Kelly, les mains autour de son cou. Il s'est précipité vers le lit et a arraché l'homme à sa sœur, puis l'agresseur s'est enfui dans l'obscurité. À leur arrivée, la police a trouvé la chemise et des empreintes digitales de l'homme sur place.
Les frères et sœurs affirmèrent ne jamais avoir vu cet homme, et même sans blessure physique, Kelly resta traumatisé par l'agression. Cependant, personne n'aurait pu prévoir ce qui allait se passer ensuite. Antoine a été interviewé par un média local, WAF TV. Ses avertissements à la communauté et à l'attaquant sont vite devenus viraux. Il a dit qu'il fallait cacher femmes et enfants à cause d'un agresseur dans la région et la séquence est devenue virale. Kelly a aussi été interviewée et a dit que l'homme était entré dans sa chambre en grimpant par le rebord de la fenêtre. Elle l'a pris pour un idiot des cités, mais Antoine était bien moins désinvolte face à l'incident. À la suite de l'interview, le clip a été utilisé par les frères Grégory de la chaîne YouTube Autotune The News pour créer une chanson intitulée Bed Intruder. C'est devenu un phénomène et Antoine a lancé des t-shirts avec sa fameuse phrase « Cachez vos enfants » imprimée devant. La chanson a atteint la 3e place du classement R&B Soul et est devenue l'une des 25 meilleures chansons sur iTunes pendant une semaine. Les frères Grégory ont choisi de partager les bénéfices de la chanson avec Dodson, qui compte utiliser l'argent pour déménager sa famille dans un quartier plus sûr. La chanson circule encore sur Internet aujourd'hui, mais beaucoup de gens ont exprimé leur désapprobation car ils estiment qu'elle banalise le fait que Kelly ait été agressée chez elle, une épreuve que personne ne devrait avoir à subir. Numéro 2. Rocky Lockridge est devenu célèbre lorsqu'il est devenu le premier boxeur à vaincre Roger Mayweather en février 1984. Né sous le nom de Ricky Lockridge et a commencé sa carrière de boxeur à Tacoma, dans l'État de Washington, sa ville natale. Il a découvert la boxe au Tacoma Boys Club et peu de temps après, il est devenu champion national AAU des poids coqs. Il a également obtenu la 2e place dans la division poids coqs des Golden Gloves nationaux et a atteint les quarts de finale des championnats du monde de boxe amateur qui ont eu lieu en 1978. Après son succès, il a déménagé à Paterson, New Jersey, pour entamer une carrière de boxeur professionnel. En août de cette année-là, il a débuté professionnellement et battu Tony Reed par arrêt de l'arbitre. Il a ensuite remporté les championnats poids plumes du New Jersey et des États-Unis. Sa première défaite est survenue le 4 octobre 1980 lorsqu'il a été battu par Eusebio Pedrosa. Mais cela n'a guère entamé son amour pour le sport. Le 26 février 1984, il a disputé son combat le plus mémorable contre Roger Mayweather, l'oncle de la légende de la boxe Floyd Mayweather. Le combat a duré un peu plus de 90 secondes, Lockridge a gagné et a lui-même été surpris par la rapidité de sa victoire contre cet adversaire redoutable. Il perdra son titre face à Wilfredo Gomez l'année suivante, mais il poursuivra une carrière réussie avant de prendre sa retraite avec un palmarès de 44 victoires et 9 défaites, dont 36 victoires par KO. Après sa retraite, il est revenu à Tacoma avec sa famille, mais sa vie a ensuite pris une mauvaise tournure. Lui et sa femme Caroline se sont séparés en raison de problèmes financiers et de sa consommation de drogue. Il a tenté un retour sur le ring, mais a perdu ses 2 combats suivants, montrant que sa carrière de boxeur était terminée. En 1992, il s'installe à Camden, New Jersey, et travaille comme agent d'entretien et peintre pour un fabricant de fûts. Il s'est ensuite tourné vers une vie criminelle et a été condamné à 5 ans de probation après avoir été accusé de cambriolage. Il a ensuite été de nouveau arrêté pour cambriolage et a passé 27 mois en prison. Après sa libération, il a eu des difficultés et est devenu sans-abri. En 2006, après un accident vasculaire cérébral, sa famille l'a invité à l'émission Intervention sur ANU en constatant qu'il avait besoin d'aide. C'est ici que Lockridge est redevenu célèbre. Dans un extrait rapidement devenu viral, son fils dit qu'il l'aime toujours malgré tout, car il reste son père. Cela a provoqué une réaction très émotive de la part de Lockridge, qui s'est mis à sangloter sans retenue en apprenant qu'il était toujours accepté par sa famille. Du jour au lendemain, l'extrait est devenu un mème viral sur Internet sous le titre « Best Cry Ever ». Suite à cela, il n'a plus vécu dans la rue et contre toute attente, il est devenu abstinent. Mais il est décédé le 7 février 2019 à l'âge de 60 ans, et sa réaction émotionnelle est encore évoquée aujourd'hui, car les gens ont ensuite compris pourquoi il avait pleuré dans l'émission, et il y avait bien plus dans l'histoire de Lockridge qu'un simple mème sur Internet. Numéro 1. Chaque fois que des vidéos virales d'Internet sont évoquées dans une conversation informelle, quelqu'un finit toujours par mentionner le gars de Nouma. Cette vidéo a été l'une des toutes premières à devenir virale, et c'est pourquoi elle est restée gravée dans l'esprit des gens pendant des décennies. L'homme en question s'appelle Gary Brolsma, qui, en 2004, n'aurait jamais imaginé que sa performance improvisée devant sa webcam ferait de lui une sensation du jour au lendemain, et que cela aurait un effet négatif sur sa vie.
Ce jour-là, Gary a décidé de se filmer en train de danser et de faire du playback sur une chanson roumaine appelée Dragostea Dintei. Il a nommé la vidéo Numa et l'a mise en ligne sur le site d'animation Flash et de jeux Newgrounds.com le 6 décembre 2004. En quelques jours, la vidéo avait atteint jusqu'à 2 millions de vues et les gens commentaient qu'ils appréciaient ses mouvements de danse sans retenue, ses yeux écarquillés et son playback exagéré. De façon inattendue, Brolsma était devenu une célébrité d'Internet sans être préparé à la suite. Il a été contacté par l'émission américaine Good Morning America et la vidéo a été diffusée à la fois sur CNN et VH1. Alors que certains auraient pu apprécier cette attention, ce fut un choc pour Brolsma, qui a rapidement vu sa vie quotidienne affectée. Installé dans le New Jersey, il est devenu presque reclus et sortait rarement. Il déclarera plus tard qu'il traînait chez lui la plupart du temps et qu'il ne supportait pas d'être reconnu dès qu'il mettait un pied dehors. Quand il trouvait le courage de sortir, il était immédiatement entouré de gens demandant des autographes et imitant ses pas de danse de la vidéo. Face à trop d'attention, il a choisi de rester à l'intérieur le plus longtemps possible. En attendant, il recevait toujours une avalanche de messages de la part de médias qui voulaient l'interviewer, mais il refusait de répondre à leurs demandes. Très vite, sa famille a commencé à s'inquiéter pour sa santé mentale, car sa personnalité avait commencé à changer. Il avait déjà du mal, mais quand on lui a demandé pourquoi il était si déprimé, cela a empiré la situation. Sa famille a tout tenté pour l'aider, mais il s'était isolé et ne sortait que pour travailler chez un Staples du coin. Ses collègues ont aussi noté qu'il était devenu silencieux et renfermé sans savoir comment l'aider. Avec le temps, la vidéo est devenue moins populaire et Brolsma a pu reprendre sa routine habituelle. Il a donné quelques interviews après et expliqué qu'il n'aurait jamais imaginé la popularité de la vidéo, cette célébrité soudaine l'ayant surpris. Il travaille aujourd'hui dans le design et l'informatique et a sorti quelques morceaux électroniques sous son propre nom. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Moi, c'est Top 5 Unknowns. À bientôt dans la prochaine vidéo.